Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement dans les mid-cap françaises? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès en avant-première à toutes les vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et partager le contenu sur vos réseaux. On continue notre revue de la cote parisienne. Donc la dernière fois, on s'était arrêté à Groupe Lagardère. On va continuer avec Valeo, Lizzie, Eutelsat, Air France, Groupe Seb. Hop, tout ça on évite. Donc Nibel, je crois que c'est plus coté. Là, on est sur des holdings. On va prendre Coface, Hop Mobility, BIC, Soprasteria, Soitec, Veralia et ID Logistics Group. Comme d'habitude, je vous ai préparé la watchlist sur Investing Pro. Vous avez 15% de réduction. Il y a le lien en haut à droite de l'écran sur l'abonnement annuel. On va passer en revue les colonnes de cette watchlist. On a le nom de l'entreprise ici, l'industrie à laquelle elle opère, la capitalisation boursière en euros, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice et ratio coût-free cash flow, multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles. Bon, il n'y a pas de décote ici significative. On avait eu le Telsat qui était décoté à un moment donné, mais c'est plus le cas actuellement. Le PEG ratio, donc plutôt pour les valeurs de croissance. Est-ce qu'il y a vraiment des valeurs de croissance ici? Idée logistique, oui. Et bon, on n'a pas le PEG ratio, dommage. Rendement des capitaux investis, ça c'est une rentabilité opérationnelle. Le rendement des fonds propres, c'est une rentabilité financière. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA et en termes de dette nette sur fonds propres. Ceci vous donne le rapport de force entre les créanciers et les actionnaires. Le rendement du dividende quand il y en a un et la sécurité de ce dividende en termes de free cash flow. Donc si vous versez 100% de vos free cash flow et plus, vous vous endettez pour payer le dividende, ce qui est un peu compliqué à long terme. On commence avec le premier dossier en termes de market cap. Il s'agit de Valeo. Donc on est dans les équipementiers auto. Donc l'automobile en Europe, compliqué, très compliqué, à cause de la transition vers un moteur électrique sur lequel les Chinois sont ultra dominateurs. Donc on a des boîtes style Stellantis qui ont passé des charges énormes, des marges qui sont complètement compressées. Cela dit, les équipementiers auto s'en sortent un petit peu. Et je vois aussi un relais possible, potentiellement, avec l'économie, on va dire plutôt vers la défense, puisque on peut avoir des équipementiers auto, même des constructeurs auto, qui commencent à faire des pièces pour la défense. Je pense à Renault qui a commencé à faire des drones, donc pourquoi pas pour Valeo, ce serait peut-être un autre relais de croissance. En tout cas, on est sur 2,7 milliards de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Sur les quelques dernières années, c'est vraiment pas terrible la croissance. Alors du coup, le marché n'aime pas cette boîte. On est à 3 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 14 en PE, 2 en price to free cash flow. Ça vaut rien de rien. Et on a 6,5 de rendement des capitaux investis. Pour une rentabilité de bas de cycle, ma foi, c'est pas si mal en réalité. Ils arrivent quand même à avoir un peu de rentabilité alors qu'on est au fond du trou. 1,7 fois l'EBITDA en dette nette. Attention, c'est plus de 100% des fonds propres. Donc on est bien endetté là en réalité. Ça serait bien de se désendetter un petit peu avant de verser du dividende, par exemple. Je ne sais pas s'ils vont en verser sur 2026. En tout cas, ils en ont versé sur 2025 avec un payout ratio de 7%. Bon, c'était sécurisé quand même. Donc, Valeo, c'est quand même un peu pour les plus téméraires, parce qu'à mon avis, c'est quand même très cyclique. C'est très cyclique. En revanche, on ne sait pas si on a dépassé le bas de cycle ou non. Cela dit, on a des indices avec les indicateurs avancés manufacturiers qui commencent à être à nouveau bien orientés, au-delà de 50. Donc ça veut dire qu'il y aura potentiellement une reprise manufacturière en Europe. Peut-être que Valeo peut en profiter. Bon, par prudence, moi je pense qu'il vaut mieux en être à l'écart. C'est vraiment pour les plus audacieux. Lizzie, on est dans la sous-traitance aérospatiale et défense. Donc c'est un secteur quand même porteur. On est sur 2,7 milliards de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Pas mal, pas mal. On a une croissance high single digit, c'est plutôt bien. Alors ça se paye cher ce dossier. On est à 12 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 42 en PE et 28 en price to free cash flow. Donc toute la thématique défense a été tirée sur le marché. Là ça commence, c'est un petit peu cher à 12. On va dire que c'est ma zone de valorisation raisonnable, 12. Au-delà ça commence à être un peu cher. Comme c'est une boîte un peu de croissance quand même, on peut regarder le PEG ratio. On est à 0,3 en PEG ratio, ce qui veut dire que vous payez 30 centimes 1 euro de croissance des bénéfices supplémentaires. C'est pas si mal. La rentabilité, elle pourrait être meilleure quand même. On a 7% de rendement des capitaux investis, mais c'est un métier qui est intensif au capital. Il faut voir à combien se monte le coût moyen pondéré du capital. Il faut voir s'ils sont au-delà avec ce ROIC. Je ne suis pas sûr. Donc il faut encore qu'ils montent les marges pour pouvoir pour créer de la valeur pour les actionnaires. On est sur 0,9 fois l'EBITDA en dette nette, 22% des fonds propres. Donc on a une dette qui est maîtrisée, 0,8% de rendement du dividende, 19% des free cash flow, c'est normal. On est sur une boîte de croissance, on a un dividende qui est sécurisé, qui n'est pas très généreux, mais ça peut monter par la suite.
Bon, je pense que la thématique défense, elle a été déjà trop jouée par le marché, même s'il y a eu un repli temporaire avec le conflit en Iran. Bon, peut-être patienter un petit peu hein, avant de faire du Lizzy. Eutelsat, on est dans les satellites. Donc les satellites, quand on passe à satellite, on pense tout de suite à Starlink. Voilà, hein, c'est enfin SpaceX et du coup Starlink. Moi, je pense que c'est une boîte qui est dangereuse. Hein. Eutelsat, il y a aussi des contrats gouvernementaux. Je me semble qu'il y a aussi l'État au capital. C'est une boîte qui est en train d'être restructurée. Quand on regarde les chiffres, c'est pas très beau. On est à 2,7 milliards de market cap. On est en décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. On a une valeur d'entreprise sur le DAC qui est à 7, oui, mais on fait des pertes. Et on a un free cash flow qui est ridicule, donc compliqué. Hein. Donc on revient une fois la valeur des actifs tangibles. À un moment donné, on avait une grosse décote. Elle est résorbée, mais c'est parce que le marché a spéculé sur une reprise. Pour l'instant, elle n'est pas visible, hein, cette reprise. On est toujours opérationnellement, on est toujours en perte. Et même d'un point de vue résultat net financier, on est aussi en perte. Il y a de la dette, 2,1 fois l'EBITDA en dette nette. Bon, après, c'est l'EBITDA qui est ridicule, donc c'est pour ça que la dette a l'air un peu élevée comme ça, mais en termes de fonds propres, on est qu'à 34%. Eutelsat, c'est trop dangereux. Moi, je pense qu'il vaut mieux en être à l'écart. Air France, bon, c'est un peu dans l'actualité, Air France. Avec les fluctuations du prix du pétrole, on a une très forte volatilité sur ce titre. Ils ont l'air de quand même bien résister. Ce qu'il faudrait regarder pour Air France, c'est est-ce qu'ils sont hedgés par rapport au prix du kérosène, c'est-à-dire s'ils ont des forwards sur ces contrats forward, des produits dérivés pour absorber les fluctuations. Faut voir dans quelle mesure la hausse du prix du pétrole les impacte et surtout sur quelle durée. Si bon, là on est encore sur une durée qui est absorbable, je pense, mais au-delà de 2-3 mois, ça va commencer à faire mal. Hein. Il y a déjà des compagnies aériennes qui sont en difficulté. C'est pas encore le cas d'Air France, si j'ai bien compris. Donc, mais c'est quand même ce secteur me semble quand même un peu risqué, un peu volatile à cause du prix du pétrole justement. 2,6 milliards de market cap, 24% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, croissance explosive. Il me semble qu'il y a eu une variation de périmètre hein, sur les 5 ans, donc il faudrait vérifier ça. On a 4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 2 en PE, 4 en presse free cash flow. Ce qui me semble normal, hein. Le marché, il n'a aucune visibilité sur ce genre de boîte. On est corrélé au prix du pétrole qui est très volatile. Bon, bah, ça va pas se payer des fortunes, hein. Ça va pas, bon, ça vaut rien. Ça peut valoir peut-être 5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, mais on ne sait pas comment ça peut, enfin, ça arriverait à absorber une hausse du prix du pétrole. Donc, compliqué quand même de faire du Air France. Cela dit, on est à 11% vraiment des capitaux investis, ce qui est pas mal hein, pour une boîte qui est intensivement en capital. Quoique, est-ce qu'ils sont intensifs en capital? Est-ce qu'ils détiennent leurs appareils en propre ou est-ce qu'ils font du leasing? Il faut regarder ça dans les rapports financiers du groupe. 1,9 fois l'EBITDA en dette nette, c'est un petit peu endetté quand même pour une boîte qui est cyclique. Hein. Attention, pas de dividendes de versés. Bon, ils priorisent à mon avis le désendettement. Mais Air France, moi je pense que c'est trop sportif. Hein. Ça, c'est plutôt pour les spéculateurs. Donc plutôt à l'écart. Allez, Seb, on est dans l'électroménager, donc le petit électroménager. Ils ont grandement souffert de la méforme du consommateur chinois, des droits de douane. Donc est-ce qu'ils arriveront à se relever? J'avais noté, hein, la dernière fois que j'avais regardé, que la dette était élevée. Elle est toujours élevée, la dette. On a 3 fois les bidas en dette nette, c'est beaucoup quand même. Hein. Surtout pour une boîte un peu cyclique. On est sur 2,6 milliards de market cap, 3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples sont un peu bas maintenant. On est à 7 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 11 en PE, free cash flow très très bas. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une variation de BFR peut-être par rapport au stock ou est-ce que c'est des capex? Ce sont des capex. À mon avis, s'ils sont malins, ils n'ont pas fait de capex parce qu'on est dans le marasme quand même. Donc c'est plutôt une variation de BFR qui les impacte. Il faudrait regarder ça. 6% de rendement des capitaux investis, donc rentabilité de fonds de cycle. Pour l'instant, ça détruit de la valeur. 73% des fonds propres en dette nette. Un dividende qui est versé, ça m'intrigue. Hein. 5,9% de rendement du dividende, avec on est bien au-delà des free cash flow là. Donc je sais pas pourquoi ils font du dividende. Quelle est l'allocation du capital sur ce dossier? Elle me semble pas terrible. Hein. Donc plutôt à l'écart de Seb encore. Hein. On n'est pas en recovery là. Coface, on est sur une réassurance. Donc on assure les risques que les assureurs ne veulent pas prendre. Donc attention, c'est quand même un marché qui est très spécifique, hein, il faut s'y connaître. On est sur 2,4 milliards de market cap, croissance en rythme annualisé sur 5 ans de 5,6%. Sur une financière, on va regarder le PER, on est presque à 11. On n'a plus la décote. Moi, sur les financières, il me faut une décote en dessous de 10 de PER et idéalement en dessous de une fois les actifs tangibles. On n'a pas ces décotes-là. On manque de marge de sécurité. Le rendement des fonds propres, il est au-delà de 10%. Il fait un gros travail pour améliorer la rentabilité. Maintenant, c'est pas extraordinaire hein, sur une financière. Les assurances, ils ont un levier qui est élevé, pas grâce à la dette, mais grâce aux primes, aux flottes. Donc ce flotte-là, c'est ce qu'a fait la fortune de Warren Buffett avec ses assurances. Eh bien, il permet de placer sur les marchés. Et puis s'il y a des sinistres, eh bien, on vend les actifs pour rembourser les primes. Donc avec ce levier naturel, on devrait avoir 15% vraiment des fonds propres. Là, on n'a que 10%. Ça pourrait être mieux quand même.
7,9% de rendement du dividende. Donc le dividende est copieux. Il ne faut pas regarder en termes de free cash flow, il faut regarder en termes de résultat net. C'est classiquement 80% du résultat net qui est versé, puisque vous n'avez pas besoin de réinvestir très fort sur les assurances. Donc bon, ce dividende, à mon avis, me semble assuré. Maintenant, on n'est pas sur une opportunité value, on n'a pas de décote suffisante. Donc pourquoi pas pour un rentier, pour avoir son dividende, mais ça vient avec les risques spécifiques du secteur assurance. Donc il faut s'y connaître un petit peu. Donc idéalement, moi je pense qu'il vaut mieux éviter le dossier. Hop Mobility, on est à nouveau sur un équipementier auto, 2,3 milliards de market cap. Alors si j'avais bien compris, ils changeaient un peu de segment d'activité, je me souviens plus ce qu'ils veulent faire comme autre activité, mais c'était plus que dans... ils avaient changé on va dire, leur orientation exclusive vers les équipementiers, enfin l'équipement automobile. On a 2,3 milliards de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On est à 5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 13 en PE, 5 en price to free cash flow. Bon, ça vaut pas très cher, hein. 6,9% de rendement des capitaux investis, pas si mal pour un fonds de cycle. On est à 1,9 fois les bidas en dette nette, 72% des fonds propres. Un peu de dette à nouveau, hein. Un peu de dette quand même en bas de cycle, c'est un peu dangereux ça. Un dividende de versé à 3%, ils ont les moyens avec un payout ratio de 12%. Donc pourquoi pas. Voilà. Quel nouveau relais de croissance sur Mobility, parce que l'automobile, ça va quand même prendre du temps à repartir. Mais sur les autres activités, peut-être qu'ils arriveront à tirer leur épingle du jeu, donc pourquoi pas, ça se regarde. Hop. BIC, bon, on est sur une sorte d'éternel value trap sur BIC. Donc ils ont, on va dire qu'ils font du commerce de détail, enfin pas du commerce de détail, mais ils font des produits de consommation non discrétionnaire, puisque c'est débriqué. Donc là, bon, c'est quand même la consommation non discrétionnaire, même si c'est principalement pour les fumeurs. Ils font des stylos. Ça, c'est un segment d'activité qui est en train de tomber. Ils font des produits, on va dire, ils ont acheté une marque qui faisait des brosses en plastique. Donc ils font des produits de consommation non discrétionnaires plutôt. Donc ils sont corrélés quand même à la santé du consommateur. On est sur 2,3 milliards de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, c'est la croissance externe. En organique, on ne fait pas de croissance. 6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 27 en PE, 10 en price to free cash flow. C'est value, mais est-ce que ça va rester éternellement value? C'est le problème du BIC. Hein. On n'arrive jamais à avoir une reprise de la croissance et des marges. On est sur 8,6% de rendement des capitaux investis. Bon, c'est pas si mal en fait. Hein. La rentabilité est quand même au-delà de... À ce niveau-là, on crée de la valeur quand même. Hein. Ils sont au-delà de leur coût moyen pondéré du capital, je pense. Donc, pourquoi pas? Du cash net, bon, à la limite, ça c'est pas mal, hein, parce que comme ça éviterait de faire faillite, évidemment. Et un dividende quand même sympathique à 4,2%, 56% des free cash flow. Bon, donc l'éternelle question, les BIC, c'est est-ce que c'est un value trap ou est-ce qu'un jour, on va enfin avoir de la création de valeur sur BIC? Avec cette rentabilité-là, je pense qu'on va commencer à avoir de la création de valeur. Ils ont changé de management l'année dernière, de mémoire, et l'idée du management, si j'ai bien compris, c'est de un peu rationaliser le portefeuille et garder que les activités qui ont une marge assez forte. Si vous gardez que les activités à plus forte marge, mécaniquement, ça doit faire augmenter votre ROIC, et si vous vendez des activités en plus qui étaient à moindre marge, ça fera un peu baisser vos actifs immobilisés, donc ça va faire monter. Donc la hausse des marges fera monter le numérateur et la baisse des actifs immobilisés fera baisser le dénominateur, ce qui vous donnera un ratio en augmentation. Et ce ratio-là, c'est le ratio clé pour déterminer la création de valeur. Donc, potentiellement, peut-être qu'un jour, peut-être que dans les prochaines publications, BIC commencera à nouveau à montrer que le groupe crée de la valeur pour ses actionnaires. Donc, ça se regarde, BIC. Soprasteria, ESN. Donc, on est en plein dans le narratif disruption intelligence artificielle. Bon, est-ce que c'est visible dans les comptes? Il faut regarder. Est-ce que les effectifs sont en augmentation plus rapide que le chiffre d'affaires? Ou est-ce l'inverse? Si le chiffre d'affaires augmente moins vite que les effectifs, ça veut dire qu'on arrive à implémenter des gains d'efficience, des gains de productivité. Et comme c'est un métier qui est purement de la prestation intellectuelle, ces gains d'efficience, ils vont venir des outils qu'on utilise, et ces outils, c'est l'intelligence artificielle. C'est ça qu'il faut regarder. Donc, est-ce qu'on a des expansions de marge à effectifs constants ou en moindre augmentation? C'est un élément clé. Moi, je pense que sur les ESN, il y aura des pans d'activité qui vont disparaître et d'autres pans d'activité qui vont augmenter, prendre plus de place, et ce seront ces pans d'activité à plus forte valeur ajoutée, à mon avis, qui vont augmenter. Soprasteria, je ne sais pas comment ils sont positionnés là-dessus, mais évidemment qu'ils implémentent l'intelligence artificielle pour leurs clients.
et en interne. 2,3 milliards d'euros de market cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Croissance externe surtout, on a quand même 3 ans de marasme, hein, donc là-dessus on avait une croissance plutôt pas mal en 2022-2023, puis depuis ça s'est un peu terni. 5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 8 en PE, 5 en price to free cash flow. Donc là, hein, ce sont des multiples qui reflètent ce narratif intelligence artificielle. Bon, en fait, c'est pas très cher. Hein. 11% en rendement des capitaux investis. C'est pas un métier intensif à capital. On crée de la valeur pour l'actionnaire. À ce niveau de rentabilité, c'est bien. Une fois les bits dans dette nette, 32% des fonds propres. Bon, c'est maîtrisé. Pas trop de dettes. 4,5% de rendement du dividende. C'est pas fréquent hein, d'avoir ce niveau de rendement sur Prestaria ou une ESN au sens large. Donc, plutôt pas mal. 18% de free cash flow. Ce dividende est sécurisé. Si on veut être contrariant, est-ce que c'est être contrariant? Si on veut aller contre le narratif actuel, sur Prestaria, ça peut être intéressant. Pour jouer une expansion multiple, on peut aller à 8 fois la valeur de l'entreprise sur EBITDA, sans problème. Bon, bah, ça fait quand même un peu de potentiel là-dessus. Soitec. Donc, on est dans les semi-conducteurs. Eux, ils font les wafers, c'est-à-dire les disques en silicone qui permettent de graver les circuits imprimés pour les semi-conducteurs. Donc, on va dire qu'ils sont un peu dans le bas de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, mais en tout cas, ils sont dans cette industrie-là qui est en plein boom. Donc, après, leurs marchés finaux, ils étaient en difficulté. Hein. Il y avait beaucoup les smartphones. Le smartphone, c'est un peu mort. Hein. Maintenant, le marché est complètement saturé. Il y avait beaucoup l'automobile. Bon, c'est compliqué, l'automobile. Bon, ça va se reprendre quand même. Il y avait une belle décote sur l'actif tangible. Maintenant, il n'y en a plus. Tiens, c'est marrant. Hein. Ça a quand même doublé. Hein. Ça a quand même doublé en 3 mois. Moi, j'en ai parlé il y a 4 mois, je pense, 4-5 mois, où on avait la décote. Hein. Donc, si vous aviez regardé cette vidéo, vous avez vu que j'avais identifié cette belle décote. Depuis, le cours a doublé. Donc, c'était typiquement un dossier deep value. Ça l'est plus maintenant. 2,3 milliards de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On est à 11 en valeur d'entreprise sur EBITDA, bénéfice très bas, free cash flow négatif. Donc là, il y a des capex hein, qui sont passés sur Soitec, c'est pour ça que les free cash flow sont négatifs. On a des résultats, ils ont dû passer les charges hein, ou les provisions parce que les résultats sont très bas. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on est déjà à 11. Alors c'est incroyable, hein. Le marché n'en voulait pas il y a 6 mois et depuis ça a plus que doublé même. Donc ça va très très vite hein, cette industrie. Pour l'instant, la rentabilité reste médiocre, la 4,5% de rendement du capital investi, mais le marché se projette déjà sur une rentabilité en augmentation. En fait, ça va être les capex qui vont payer enfin. On est sur 0,5 fois l'EBITDA en dette nette, c'est maîtrisé et pas de dividende de verser, ce qui est normal. Bon, il n'y a plus d'opportunités sur Soitec maintenant. Il y avait vraiment quoi à faire. Maintenant, c'est trop tard. Verallia. Alors, on est dans un duopole dans la production de conteneurs en verre. Principaux clients, les vins et spiritueux, qui est un secteur en difficulté. Donc Verallia est en difficulté, comme son concurrent Vidrala, qui est espagnol. Bon, Vidrala, ça sort un petit peu mieux, de toutefois, hein, ils sont un peu plus qualitatifs. On est sur 2,3 milliards de market cap, 5,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On est à 6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 25 en PE, 8 en price sur free cash flow. C'est value. Est-ce que le marché va se reprendre? Possible, je sais pas, il faut regarder les spiritueux, pour l'instant ça ne prend pas le chemin, mais bon, c'est quand même très peu cher. Il n'y a pas que les vins spiritueux en client, donc peut-être qu'ils pourront trouver un peu de croissance sur ces autres segments. On a 9% de rendement des capitaux investis, malgré le bas de cycle, on crée quand même de la valeur à ce niveau, donc c'est plutôt pas mal. Attention que dans les coûts, on a beaucoup l'énergie et ils sont en train d'augmenter, hein, donc ils vont peut-être avoir un impact sur leur marge dans les prochains trimestres. Alors par contre, la dette est très élevée. On est à 2,5 en termes de dette nette sur EBITDA. Il faut à tout prix qu'ils se désendettent. Pourquoi est-ce qu'on verse un dividende? Ça, je comprends pas. Il faut se désendetter là. Hein. C'est trop endetté. Donc Verallia, un peu risqué quand même, mais il y a peut-être une opportunité value. Dernier dossier, c'est ID Logistics. Donc eux, ils sont spécialisés dans la conception d'entrepôts clés en main pour les acteurs de la logistique, style Amazon et compagnie. Hein. Donc c'est un secteur qui est quand même en très forte croissance. On voit, ils ont 18% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est une mid-cap à 2,2 milliards de market cap. Ça se paye très cher. Hein. 21 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 35 en PE, 8 en price to free cash flow. Là, je soupçonne qu'il y a un effet BFR négatif. Et ils ont des avances clients pour réaliser la conception des entrepôts, etc. Et donc, en réalité, ce cash qu'ils ont en avance ne leur appartient pas. Donc, ce multiple-là, à mon avis, me semble un peu faux. Et ça se paye très cher. Hein. ID Logistique, on est sur une rentabilité qui est médiocre. 5,3% vraiment les capitaux investis. En fait, on est sur une boîte qui, si vous voyez, hein, on est à droite, sur les abscisses, c'est la croissance et à un moment donné, c'est la rentabilité. On est sur une boîte qui est comme ça. Ouais, le zéro de la croissance, c'est ici. Hein. Hop, pardon, le zéro de la croissance, je vais le refaire. En fait, on est sur une boîte qui a très forte croissance. Donc, vous avez votre zéro de la croissance, hop, qui est par là, et le zéro de la rentabilité
qui est par là. Donc on a franchi le seuil de rentabilité, mais on est encore en train de gagner des parts de marché. Théorie de la courbe d'expérience, on pourrait regarder ça. Et donc on est encore sur une boîte qui n'est pas très très rentable, qui ne crée pas encore énormément de valeur, mais il y a beaucoup d'espoir du marché sur cette boîte, donc ça se paye cher. Trop cher, je pense qu'il vaut mieux en être à l'écart. Ou alors, si on veut pas faire une valorisation par les multiples, il faut faire un DCF pour idéologistique avec des cibles de marge, des cibles de taux de réinvestissement, etc. pour voir qu'est-ce que ça peut valoir. Moi, je ne fais pas ce genre de modélisation parce que je trouve ça trop hasardeux. Alors, qu'est-ce qu'on garde? Si on fait du cyclique, on va mettre un C. On peut faire du Valeo, on peut faire du Plastic Omnium, enfin du Hop Mobility, pardon. Hop, ça, c'est pas mal, mais c'est cyclique, donc attention, c'est un peu risqué. Si on fait du cyclique toujours, on va pouvoir faire, c'est tout, je pense. Si on fait de la value, on pourra faire du Veralien. Attention pour la reprise quand même. Il faut surveiller que les clients repartent un petit peu. On peut faire du Soprasteria, donc ça veut dire qu'on est un peu contrariant par rapport au narratif intelligence artificielle. On peut faire du BIC. Est-ce que c'est un value trap? Est-ce que les marges sont en augmentation? C'est ça qu'il faut regarder. Dans les dernières publications, si vous voyez des marges en augmentation, c'est bon signe. Moi, je vois que cette rentabilité qui commence à être au-dessus du coût moyen pondéré du capital, c'est plutôt un bon signe. Et puis ça sera à peu près tout. Je pense que le reste, c'est un petit peu trop cher, ou pas assez qualitatif, ou alors pas assez décoté. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.